Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, mon décor a pas mal changé ces derniers temps. Il n'est pas définitif, il y a encore des améliorations à faire. Mais passons. Octobre commence, et avec lui le joyeux folklore de l'automne. Citrouille et tasse de thé sont les mots d'ordre de cette saison, mais quand vient Halloween, tout s'assombrit pour laisser place à l'ambiance mystérieuse des sorcières et autres créatures de l'ombre. Certains croient d'ailleurs en leur existence, à tel point que vous avez déjà peut-être entendu parler des fameux procès de Salem. Mais quelles explications peut-on bien trouver derrière ces événements? On voit ça tout de suite dans la Minute Culte. Bon alors, pour rappel, les sorcières de Salem sont une série de procès à la fin du XVIIe siècle dans le nord-est des États-Unis. Tout commence en 1692, lorsque le révérend Samuel Parris ramène de la barbade une servante nommée Tituba à Salem Village dans le Massachusetts. Et non pas à Salem, qui est la ville juste à côté. Cette dernière initie Betty, la fille du pasteur, ainsi que sa cousine Abigail Williams, à des pratiques occultistes, qui, on le rappelle, sont interdites par la chrétienté. Les deux enfants de 9 et 11 ans se mettent à avoir des comportements bizarres. On rapporte qu'elles se cachent, parlent une langue inconnue, sont prises d'hallucinations ou encore de convulsions. Plusieurs médecins sont consultés et aucun d'entre eux ne parvient à nommer le problème. Et quand au XVIIe siècle on n'arrive pas à identifier une maladie, c'est que c'est le diable qui est derrière tout ça. Les adultes se pressent alors autour des jeunes filles qui, rongées par la culpabilité, n'osent avouer leurs actes et préfèrent donner des noms. Pas très sympa, les gamines. D'autres jeunes filles ont les mêmes symptômes, et les accusations s'étendent alors jusque dans les villages voisins. Étonnamment, la majorité des accusatrices viennent de Salem Village, à l'ouest, tandis que les accusés sont des habitants de Salem, à l'est. Les premières arrestations sont celles de la servante Tituba, de Sarah Good, une mendiante, et de Sarah Osborne, une vieille dame malade. Mais les crises des jeunes filles ne s'arrêtent pas, et de nouvelles accusations suivies d'arrestations s'enchaînent. Au final, ce sont environ 200 personnes suspectées, dont 150 qui se retrouvent en prison, dont des hommes. Les villages des alentours sont tout autant concernés, notamment Andover, où le nombre d'accusés est bien plus important qu'à Salem. Mais il y a un problème. À cette époque, il n'existe pas de forme légitime de gouvernement, et donc pas de procès possible. Les prisonniers s'entassent dans les geôles jusqu'à ce qu'au mois de mai 1692, le gouverneur William Phips instaure une sorte de cour de justice. En beaucoup plus expéditive. Le feu vert est donné et les exécutions démarrent. Au total, c'est une quarantaine de décès qui est compté entre mars 92 et février 93. 20 personnes sont pendues selon la pratique en vigueur en Angleterre. Et non sur le bûcher, comme c'est le cas partout ailleurs. Les autres succombent en prison, sous la torture ou noyés. Il s'agit pour la plupart de femmes âgées. La population a peur à tel point que certains s'enfuient en laissant derrière eux leurs bétails et leurs champs. Parmi les accusés, une seule personne refuse de se défendre en justice, un fermier de 80 ans. Il se sait de toute évidence condamné et à fort caractère. Il subit donc la peine forte et dure, une exécution consistant à empiler des pierres sur le corps du condamné jusqu'à son écrasement total. Bon, au bout d'un moment, il s'agirait de s'arrêter quand même parce que là, on va commencer à manquer de gens. Les accusations deviennent de moins en moins crédibles et les pasteurs commencent à manifester leur scepticisme. L'un d'eux se démarque particulièrement dans son ouvrage « Cas de conscience concernant les esprits maléfiques » publié en octobre 1692. L'auteur est Increase Mather, un pasteur de Boston. On retrouve dans ce livre dénonçant les abus des accusations une phrase emblématique. Il apparaît préférable que 10 sorcières suspectées puissent s'échapper plutôt qu'une personne innocente soit condamnée. Le gouverneur, qui pendant tout ce temps était parti superviser des affaires dans le Maine, revient pour constater l'effroyable situation et décide d'y mettre un terme. Il suspend la cour magistrale et dans l'année qui suit, tous les prisonniers sont relâchés. Cet épisode historique ne s'achève véritablement qu'en 1711, lorsque les accusés encore en vie obtiennent une compensation financière. Au final, il y a eu beaucoup de chasses aux sorcières dans l'histoire, et contrairement à l'opinion commune, elle ne date pas du Moyen-Âge, mais bien de l'époque moderne. Il s'agissait toujours d'événements très violents. Les milliers d'exécutions lors de la grande folie persécutrice qui eut lieu au XVIe et XVIIe siècle en Europe nous montrent que les procès de Salem sont, comme le diraient mes grands-mères, du pipi de chat à côté. Mes grands-mères ne diraient pas ça. La question étant, pourquoi retenir les procès de Salem en particulier ?
Tout d'abord, la concentration des exécutions s'est déroulée dans un laps de temps très court. On parle quand même d'une vingtaine d'exécutions en à peine 6 mois, de mai à octobre 1692. Quand on analyse les faits, on se rend vite compte d'une chose. Les accusations portées avaient tout l'air de vengeance personnelle. Les jeunes filles désignaient toujours des personnes qui avaient des différends avec leur famille. Par exemple, elles auraient désigné Sarah Good après que celle-ci fut accueillie, puis jetée dehors par Samuel Parris pour ingratitude et comportement malveillant. De plus, comme dit précédemment, Salem à cette époque était séparée en deux par une ligne nord-sud. Bien avant le procès, il y avait déjà des tensions entre une communauté rurale conservatrice et une communauté portuaire tournée vers le développement du commerce. 3 pasteurs avaient déjà abandonné l'idée de réconciliation quand Samuel Parris arriva. Marchand raté n'ayant jamais terminé ses études à Harvard, il faut bien dire que lui non plus, il n'a rien arrangé et peut-être même nourrissait-il de la jalousie envers le port de Salem. Un dernier petit détail qui a tout de même son importance, les Indiens. Ils attaquaient fréquemment les colonies puritaines et faisaient un certain nombre de victimes dans les villages. La population était donc toujours sur ses gardes et vivait dans la peur. Forcément, cela n'a pas aidé quand il y eut des attaques en même temps que des condamnations à Salem. S'ajoutant au contexte très tendu, il y a des théories expliquant le délire dans lequel s'est plongée la communauté de Salem. Hallucinations par l'ergot de seigle, crise existentielle religieuse, ces théories sont aujourd'hui réfutées. Pour ce qui est des crises des jeunes filles, il s'agirait en fait d'hystérie au sens pathologique, provoquée par la culpabilité trop longtemps refoulée. Cela s'étant déjà produit dans l'histoire, et, selon les descriptions des crises, il est clair qu'elles ne feignaient pas. Bon alors, de nos jours, les sorcières sont très à la mode. On en voit partout dans les films, les séries ou encore les livres. Et si on enlève un peu le côté satanique, voler sur un balai et avoir des pouvoirs magiques, c'est quand même super cool. Mais alors, Halloween approche et même si ce n'est pas la fête préférée des Français, elle se popularise quand même de plus en plus. Et si vous êtes intéressé par quelques petits tips faciles pour entrer dans l'ambiance, je vous propose sans plus tarder de passer à la confection. Déjà, qu'est-ce qui caractérise les sorciers? Les familiers, c'est compliqué à se procurer et surtout pas évident à trimballer. Mais les chapeaux, ça peut être pas mal, et de toute façon, c'est plus facile que de se construire une maison gothique ou un poudlard pour être dans le thème. Une fois que vous avez votre chapeau, associez-le à ce que vous voulez.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok maintenant aussi, où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous.